Bienvenue dans cette revue internationale de recherche liée aux questions de durabilité et surtout d'équité. Partant d'une idéale perspective des modèles de coopératives, pour réfléchir aux enjeux sociaux, économiques, environnementaux, politiques, éthiques. L'objectif est de susciter l'intérêt de la lecture de ces articles, voire de leur faire l'honneur de citations dans vos travaux, mais surtout pour que chacune et chacun puisse être informé des tendances sur ces questions décisives et d'actualité. 4 articles seront présentés dans ce podcast. Les rapports entre développement durable et commerce équitable dans un cas sud-américain, une observation de l'évolution de l'équitable dans le contexte agricole français, une analyse du rapport entre biodiversité et certification à partir d'une coopérative kenyane. Mais nous allons initier cette première revue par une thématique prioritaire, celle de la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Notre première doctorante est indienne, Sakshi Berry, de la Lovely Professional University, nous propose son étude Empowerment of Women Artisans in Kashmir through Handicraft, concernant cette expression anglo-saxonne d'empowerment, de la recherche d'autonomie, ici des femmes dans la région de Jammu et Cachemire, au cœur de l'Himalaya, entre Chine et Pakistan. Les femmes étant davantage victimes de violences et de discrimination, de manière plus visible dans certaines régions, l'objectif de son étude sera d'identifier les facteurs permettant de contrer ces phénomènes sexistes en misant sur l'autonomisation, ici au travers des métiers de l'artisanat. En toile de fond, l'enjeu de la reconnaissance du travail des femmes, ou tout simplement des droits des femmes. Elle prend appui sur les articles étayant le concept d'autonomisation avec une base théorique s'inspirant pour beaucoup des études d'Ishfaq Ahmad Batt, qui a démontré que l'autonomisation des femmes consiste à renforcer leurs conditions en augmentant leur indépendance, en améliorant leur position dans la société. Pour ce faire, Sakshi Berry va décrire la création d'emplois par l'industrie des métiers à tisser de la région, qui vont inclure ces femmes dans des activités artisanales et de production de matériaux. Elle décrit le développement de compétences dans ces programmes de formation, travaillant sur le leadership, la participation progressive aux décisions, l'augmentation de leur autonomie financière, leur permettant ainsi une participation dans la sphère sociale et politique. Sa méthodologie très claire implique 50 participantes sur l'étude quantitative. Elle fera appel au logiciel SPSS via l'analyse de la variance ANOVA, mais pour faire simple, elle démontre une amélioration très significative de la créativité des femmes, d'un meilleur statut financier, ce qui débouche sur une autonomie bien plus évidente. Il nous est rappelé que quand bien même serait privilégiée la lecture économique, selon le prisme libéral de l'Homo economicus, il serait à rappeler que ces femmes vont aussi contribuer à stabiliser la filière, rappelant leur impact décisif dans le tissu économique. Ainsi, par l'artisanat, il est pour objectif de promouvoir l'égalité homme-femme en leur donnant un rôle plus important dans la filière. Comment y parviennent-elles ? Sakshi Berry nous rapporte ces centres de formation d'experts soutenus par le gouvernement de Jammu et Cachemire, afin d'intégrer ces femmes dans le tissu économique et leur permettre le développement de compétences techniques en couture et broderie, mais aussi en développant leur pouvoir d'achat, et donc accéder au début de l'autonomisation financière. Améliorer le statut socio-économique des femmes en augmentant leurs sources de revenus. To maintain the dignity and supreme power of women. Favoriser la culture du travail inclusif et chercher à renforcer l'estime de soi, l'autonomie et donc la dignité de ces femmes. Mais sans occulter que ces inégalités de genre sont structurelles et portées par un paradigme économique sexiste, notamment dans cette reconnaissance de la valeur du travail des femmes, autant dans les sphères professionnelles que privées. If we look at the world today, basically what we see is a recent trend, a few hundred years old, where the world was shaped into a masculine project. Very consciously, knowledge was redefined as masculine by people like Bacon, Francis Bacon. Economy was redefined in terms of that which can be traded and commercially profited from is economy. If you cook food for your children, if you get water for your home, if you look after an old parent, that's not work. It's not productive. It's not contributing to the economy. It's when you buy what you need and sell what you produce, then growth takes place. Les
Les activités régulières et durables dans ce domaine ont dans un premier lieu amélioré les bases de production, mais aussi transformé la condition des femmes en leur ouvrant de nouvelles perspectives éducatives. Avec l'espoir que nous évoquions d'implications politiques, de contribution au développement de toute une région, et de les aider à sortir durablement de ces états de domination. Nous allons quitter le sous-continent indien pour nous diriger à présent en Amérique latine. Un article publié par un groupe de 7 chercheurs péruviens, entre autres Moscoso Quaresma, Aranda Serna, Liad Jiménez, publiant Desarrollo Sostenible y Comercio Justo en el Sector Agrícola Mundial. Une étude autour du développement durable et du commerce équitable au travers d'une revue systématique de littérature. Celle-ci est dense puisque les données recouvrent la décennie 2010 à 2022 sur la région Asie-Pacifique, avec pas moins de 40 sources depuis les portails Scopus et Web of Science, puisant sur des COP de sciences sociales, sciences politiques, sciences de l'environnement, jusqu'en agronomie. Cette étude sur le secteur agricole va s'intéresser à 3 types d'impact: commercial, environnemental, économique. Commencer par le commercial, nos chercheurs démontrent une sensibilité croissante des consommateurs quant à la durabilité des produits et des conditions des agriculteurs. Les consommateurs ne considèrent pas toujours les certifications équitables comme un critère principal lors de l'achat d'un produit. Or, dans des pays comme la Colombie, connue pour ses nombreuses coopératives équitables produisant café, cacao, bananes, jusqu'aux fleurs, car pour rappel, la Colombie en étant le 2e plus grand exportateur mondial après les Pays-Bas, en grande partie en forme équitable, faisant que ces consommateurs colombiens, portés également par des liens de proximité, sont naturellement plus sensibles aux achats de produits équitables. Selon la revue systématique, les apports de ce format de mise en coopérative sont, pour le secteur agricole, une bien plus grande stabilité des prix, tout comme les effets sur la région Asie-Pacifique seraient positifs sur la rentabilité des cultures, notamment sur celle du riz et la culture fruitière, où les prix de vente sont plus élevés et les coûts de production sont parfois 45% inférieurs. Sur l'aspect environnemental à présent, le développement durable contribue à la dynamisation rurale et à la protection de l'environnement grâce aux apports des pratiques agroécologiques. Et les effets sont notables si l'on s'en réfère aux différents outils méthodologiques d'analyse multicritères et l'indice général de durabilité qui permettent de prévenir les dommages causés aux écosystèmes, alerter sur l'érosion des sols, favoriser un plus grand respect de la biodiversité et même, ce qui est malheureusement trop souvent négligé, prévenir quant à la santé des agriculteurs. Digamos, dentro de la gama amplia de la regeneración, pues están muchas formas de hacer agricultura mucho más inteligente. Entonces, por ejemplo, en Colombia, la agroecología es fantástica. Lo que se ha venido haciendo por millones de años, muchas comunidades campesinas lo saben hacer, que es hacer una producción agrícola entendiendo todas estas formas vivas, entendiendo el suelo, entendiendo también la sociedad, entendiendo cómo se produce mejor y entendiendo cómo se hace más orgánicamente, pues es una forma de agricultura regenerativa. Dans leur revue ressort une étude brésilienne démontrant les effets positifs de la durabilité sur l'environnement, avec bien évidemment l'absence de pesticides synthétiques et de semences génétiquement modifiées, et en insistant sur les indicateurs Smart Farm, que vous aurez deviné liés en partie à l'IA ou à l'IoT, Internet of Things ou Internet des objets. Il s'agit de machines agricoles comme des drones, des capteurs, des sondes qui vont s'échanger entre appareils les données au travers d'un réseau, afin de connaître par exemple l'état des sols et ainsi enclencher de manière automatisée l'irrigation. Tout cela ayant pour visée d'optimiser le travail humain et réduire la pénibilité. Alors petite parenthèse, à savoir maintenant si cet appel à l'IA dans son empreinte environnementale ne soit pas énergivore, et arriver dans cette assistance à l'irrigation à une surconsommation d'eau. Pour cela, il serait bon de s'intéresser aux travaux de recherche questionnant le water footprint, ou l'empreinte hydrique, notamment par l'excellent article Making AI Less Thirsty. ¿Cómo vamos a lograr producir? ¿Cómo vamos a lograr tener y mantener los ecosistemas que producen los servicios ambientales, como el agua, que además no solo es para la agricultura, que hoy toma el 70% del agua, sino para nosotros como seres humanos? ¿Cómo vamos a tener que mantener unos suelos fértiles, como ya hablábamos, pues para producir los alimentos de los cuales nos vivimos?
¿Cómo vamos a tener que producir los medios de vida gracias a todos los productores de Colombia que hoy producen los alimentos? Más o menos el 50% de los alimentos que comemos hoy en Colombia lo producen los pequeños campesinos que nos alimentan, gracias, ¿no? Entonces, para ellos es también esto un medio de vida. Entonces, todo está relacionado con la economía y con los medios rurales, con la economía también agrícola del planeta y con el futuro del planeta en todos estos costos ambientales, costos de salud, costos de los medios de vida que estamos generando y degenerando. Et pour finir sur l'impact économique, le but est aussi de mettre fin à la baisse des prix réels impactant la rentabilité des petits producteurs. Cela implique aussi de renforcer leurs capacités en matière de gestion, d'organisation, mieux les former sur la dimension économique afin qu'ils saisissent davantage leur position dans la chaîne de valeur. Dans cet article, le développement durable et le commerce équitable travaillent en étroite collaboration pour améliorer la qualité de vie des producteurs. En revanche, cette étude rapporte aussi certaines critiques, comme celle faisant que les agriculteurs des plus grandes propriétés continuent d'être les plus avantagés, et aussi qu'il reste assez naturellement ardu d'entrer dans une démarche de durabilité si les bénéfices à très court terme ne sont pas perçus par les petits producteurs en très grande précarité. L'étude ouvre des perspectives de recherche sur l'impact local de cette combinaison de labels bio et équitables et invite à réfléchir à des études quantitatives qui évalueraient de manière plus approfondie les certifications. Le commerce équitable tel que nous le connaissons depuis la seconde moitié du XXe siècle a très longtemps impliqué un flux de produits agricoles et artisanaux du sud vers le nord. Et nombre d'organisations à vocation humanitaire ou de solidarité internationale ont émergé et changé selon ce seul rapport commercial. Au XXIe siècle, alors que les dégâts infligés aux agriculteurs du Sud commencent à être plus perceptibles également dans le Nord, de plus en plus de pays industrialisés comme la France, la Belgique ou les Pays-Bas légifèrent sur l'équitable qui ne se limite plus aux pays en développement, mais également aux coopératives du Nord, ce qui va tendre au débit progressif d'un flux circulaire nouveau. Ainsi, le consommateur va désormais participer en pleine conscience au secteur agricole, comme le démontre l'article d'Anitra Randriano-Solo et Jean-Michel Ledjou, intitulé « Consommation et innovation sociale inversée dans l'espace francophone, quand les consommateurs participent à l'amélioration des conditions de vie des producteurs ». Prenons exemple de la filière laitière co-construite avec les consommateurs français au travers des technologies numériques, et semblant ici réduire davantage la distance sociale avec les agriculteurs, grands oubliés du panorama sociologique national, alors que la France reste le premier producteur de denrées agricoles en Union européenne. Cette tendance de se rapprocher des agriculteurs semblait aller se renforcer avec le Covid, portée par son élan de résolution circonstanciée, mais qui, selon nos chercheurs, semble avoir initié au moins une variance dans le comportement d'achat. La consommation responsable étant le cœur de l'étude, et les amenant à l'hypothèse de l'avènement d'une innovation sociale inversée. Nos auteurs feront appel à 3 types d'études. Une revue de littérature, une étude quantitative s'étendant sur 27 pays francophones, et une observation non participante de consommateurs dans leur quête de plus d'équité pour les agriculteurs, s'inscrivant sur 16 années. Cette étude montre par exemple que les modes de soutien ont évolué, que la posture militante et l'engagement associatif, modèle ayant favorisé l'émergence du commerce équitable, se voient aujourd'hui rationalisés par les technologies numériques et le consentement à un prix de vente plus responsable. On a envie de dire les cartes sont rebattues et les jeux sont ouverts. Et c'est vrai qu'ils le sont parce que le numérique est ubiquiste. Et donc si on prend l'exemple du territoire le plus fragile, le rural isolé, on voit que ça apporte des ressources, puisque les habitants peuvent avoir recours au e-service, à la télémédecine, donc ils ne sont pas isolés, ils peuvent participer à la production d'innovation. Donc le territoire virtuel, celui qui fonctionne en réseau, peut fonctionner. Bécouche, en 2017, 3 ans avant le Covid, interrogeait déjà dans son article « La révolution numérique est-elle un tournant anthropologique ?» et constatait que le Web 2.0 a ouvert la voie à ce qu'il appelle l'horizontalisation massifiée des relations entre les individus. Nos auteurs voient donc 2 phases du commerce équitable en France. Des années 70 avec Artisans du Monde, premier mouvement du commerce équitable en France, à 2014, où initialement le mouvement allait du producteur du Sud
vers le consommateur du Nord. Puis une seconde phase, datant donc de 2014, une date peu anodine puisqu'il s'agit de l'année de la loi Hamon, où le commerce équitable a rapproché les consommateurs de leurs agriculteurs du Nord, constituant ainsi une innovation sociale tripartite liée aux nouvelles technologies. Pour étayer cette thèse, avançant que les nouvelles technologies contribueraient à améliorer les conditions de vie des producteurs, ils appuient leurs analyses sur l'observation d'usage de moteurs de recherche comme Yuka ou de plateformes citoyennes de type Megoo.fr ou C'est qui le patron. Ainsi, nous serions entrés dans une solidarité 2.0. Nous vous invitons bien évidemment à lire cet article, mais pas seulement, puisque du même auteur, vous retrouverez Contribution of the Internet in Broadening the Scope of Solidarity by its Conception de l'édition canadienne du Global Media Journal, ou les articles de Anitra Randrianesolo de 2006, Changement de comportement du consommateur dans la démarche du commerce équitable, impact sur le développement durable, ou de l'ouvrage en 2014 de la nécessité d'étendre les références éthiques de l'approche par les capacités, enseignements tirés des pratiques du commerce équitable. Pour achever notre tour du globe, une étude danoise de l'Université de Copenhague, rassemblant Malia Jahan, Iris Carlotta, Philippe Masson, Fabian Rengel, Cindy Anderson. Fairtrade Coffee Certification and Sustainability in Category. Pour lutter contre les vagouleuses de la mondialisation et les ravages déjà causés par le réchauffement climatique, les caféiculteurs kenyans misent sur la certification équitable. Théoriquement, pour bénéficier a priori d'un tarif à l'achat plus élevé, des apports en formation permettant de meilleures pratiques agricoles, la résilience climatique, la gestion de l'eau, prévenir l'érosion des sols, lutter plus écologiquement contre les ravageurs, toutes ces mesures adoptant une perspective durable de leur culture. Cette étude a retenu tout particulièrement notre attention puisqu'elle porte un certain nombre de critiques, ô combien nécessaires à la réflexion. Le café emploie 3,5 millions de Kenyans. 60% du café provient du travail des agriculteurs organisés en coopérative. Les autres 40% sont tenus par de grandes exploitations, dans un marché considéré selon les ONG et organismes internationaux comme très opaque. L'étude est réalisée dans la région phare du café kényan, à Katuji et Othaya, à une centaine de kilomètres au nord de Nairobi. Il se base sur des entretiens semi-structurés pour apporter des analyses concentrées sur les deux volets du rapport Brundtland que sont les volets sociaux, où sont estimés le bien-être social et la formation, le volet économique, afin d'estimer d'une amélioration entre autres des revenus, et un troisième volet environnemental qui s'argumentera par des observations sur site de la biodiversité, mais aussi sur une base scientifique puisque réalisée à partir de deux biais. Le premier est constitué de prélèvements de sol pour constater son pH, sa respiration, les niveaux de nutriments, les traces potentielles de produits chimiques, jusqu'à des collectes d'insectes. Le second biais constitue une somme d'évaluation au travers de l'indice, le NDVI, en français Indice de végétation par différence normalisée. Pour faire simple, c'est l'évaluation de la couverture végétale d'une région. Et comment organise-t-on cette affaire ? Ce sont les images prises par le spectroradiomètre, ou plus vulgairement, des capteurs. Et où les trouve-t-on ? Ce sont les capteurs de MODIS du satellite Terra, en orbite à plus de 700 km de la Terre, qui va opérer par ce que nous appelons l'indice de réflectance. Et qu'est-ce qu'il définit ? Il définit les interactions entre le rayonnement solaire et le rayonnement électromagnétique composé des photons. Ces photons vont donc soit atteindre le sol, soit réfléchir, c'est-à-dire que les photons sont immédiatement renvoyés dans l'espace, ou alors, troisième cas de figure, le rayon est absorbé. Et là, ce n'est rien d'autre que le phénomène de la photosynthèse. Et oui, ce terme courant décrit surtout cette absorption du photon. Ils se mettent alors à émettre des lumières proches de l'infrarouge, lues par l'imagerie spatiale, et témoigner si les régions sous pratique environnementale encadrées par le commerce équitable permettent davantage, ou pas, une végétation saine. Et ces images-là, vous les trouverez à la page 36 de l'étude. Nos chercheurs vont donc réaliser cette étude au sein de la coopérative de 15 000 membres, certifiés Fairtrade. Les interviews se font à l'aide de guides locaux, s'exprimant dans les langues locales que sont le Swahili et le Kikuyu,
Donc attention de bien prendre en compte cette limite linguistique qui impacte forcément l'étude, puisqu'on fait usage d'intermédiaires, ce qui implique aussi des reformulations du questionnaire de la page 49. 44 chefs de ménage agricoles seront interviewés, dont 55% sont des femmes, avec une moyenne d'âge de 59 ans. À titre de comparaison, nous sommes entre 7 et 8 ans supérieurs à ce que nous avons en France. Les résultats de l'étude qualitative peuvent perturber l'image idéalisée que nous aurions, puisqu'à la question de la prise de conscience de la certification, 25% seulement des interrogés étaient conscients de ce qu'est le commerce équitable. Et encore, à la question 31, dans ces 25%, un quart n'étaient même pas au courant que leur propre coopérative était certifiée. Même sur le volet économique, 48% des producteurs ont vent de l'existence d'une prime de développement, ce qui interroge sur l'application des principes démocratiques, comme ici au moment de l'affectation de cette prime. En revanche, elle va tout de même apporter une contribution, et non des moindres, comme celle de participer à des projets collectifs indispensables à l'évolution de la coopérative et de ses membres, qui est de développer des infrastructures pour la construction d'usines de lavage ou de séchoirs, d'utilisation à des fins éducatives, notamment pour les frais de scolarité, mais aussi de banques alimentaires ou d'aide aux plus pauvres. Donc nos chercheurs reconnaissent le très bon usage de cette prime. Mais une autre limite à prendre en considération, c'est l'éducation et la formation. 45% des agriculteurs se sont montrés critiques des services de vulgarisation, puisqu'ils continuent d'ignorer pour la plupart la qualité de leur grain de café, les conditions du sol et les règles du commerce équitable. Sur le volet économique, bien que les 3/4 signalent que les revenus issus de la seule culture du café sont insuffisants, 50% estiment néanmoins que leurs conditions financières se sont améliorées au cours des 5 dernières années. Toutefois, si l'on s'intéresse aux questions 21 et 22 de leur étude, 93% des interrogés déplorent les retards de paiement plusieurs mois après livraison des cerises pour transformation. Mais des explications peuvent nous éclairer pour comprendre ces taux particulièrement élevés. En effet, les chercheurs démontrent que ceci est aussi dû aux intermédiaires sur cette zone, où la coopérative vend à des professionnels qui eux-mêmes les revendent à des gros exportateurs. Ce qui rappelle que la liaison directe exportateur-coopérative est loin d'être systématique. Il faut aussi prêter attention au contexte, à la situation géographique et aux infrastructures du pays. De même à la réalité des fluctuations du marché, faisant que le café peut être stocké le temps qu'une opportunité boursière soit suffisamment lucrative. Par ailleurs, le prix perçu est un prix minimum couvrant les coûts de production, mais ne peut systématiquement être décent, puisqu'il est aussi construit en fonction des cours souvent très faibles. Il est à noter que la coopérative équitable a permis des avances de paiement et de prêts, conditions que l'on retrouve de manière très marginale dans le conventionnel. The conventional agriculture, which leads to conventional products, has issues. And to address the issues is misuse of agrochemicals and fertilizers and the environment, the pollution of the environment. And the people have raised concern about the food, the quality of the food they eat. Et pour finir sur le volet environnemental, nous allons nous intéresser à 3 points. Le premier interroge sur ce qu'il en est de la qualité des sols. Le changement climatique provoque toujours plus de sécheresse, d'inondations, de maladies et de ravageurs tels que le redoutable scolite des baies du caféier. Ce petit insecte de moins de 2 mm qui cause des ravages dans la totalité des pays producteurs n'a pas pu empêcher que 57% des caféculteurs aient augmenté l'utilisation de pesticides pour pallier ces phénomènes détruisant leurs récoltes. Second point sur l'environnement, la chose positive qui peut sembler paradoxale avec le point précédent, exactement 2/3 des producteurs ont reçu une formation aidant à la prévention sur leur santé quant à ces substances chimiques. D'ailleurs, 80% des interrogés sont en capacité de nommer au moins un critère du commerce équitable quant à l'utilisation des pesticides. Si la formation est indéniable, elle ne peut être aussi fournie en permettant, par exemple, aux agriculteurs d'auto-évaluer la qualité de leur propre sol, puisque cela exige davantage de financement pour mettre en place des projets environnementaux plus massifs. Dernier point, sur la biodiversité, le commerce équitable et l'agriculture biologique sont très équivalents.
Attention, ici sur le seul volet de la biodiversité, puisque le premier est un tantinet supérieur sur la respiration des sols, de la biomasse et d'une activité des micro-organismes. Mais bien que cette différence soit peu significative, le commerce équitable propose des sols qui sont objectivement sains. Quant à la santé de la végétation, les observations, notamment satellitaires, montrent que malgré les efforts faits par le commerce équitable, elle reste une difficulté en comparaison de l'agriculture biologique, et que le commerce équitable doit donc investir en termes de sensibilisation et d'investissement avec de meilleurs systèmes d'irrigation. Alors nous vous laisserons vous plonger dans l'étude pour mieux saisir les différences entre les exploitations en bio et celles exclusivement en équitable par exemple. Les résultats de l'étude montrent que si on s'intéresse d'abord à une analyse de la littérature, il semble que nous ne soyons pas au niveau des standards exigés par le commerce équitable. Ceci s'explique, selon nos chercheurs, pour 3 raisons. Le manque de moyens financiers, sans doute plus important sur les coopératives de café, bien plus victimes de la fluctuation des cours que sur les autres denrées alimentaires. Deuxième raison, les élus de la coopérative manquent de qualifications pour mieux saisir l'impératif de la sensibilisation au commerce équitable. Et enfin, la structure de la coopérative kenyane ne permet pas toujours une inclusion équitable, car il apparaît une prédominance du genre et de l'âge, ce qui est en opposition avec le principe de non-discrimination du commerce équitable. C'est ainsi surtout lié au contexte culturel rural kényan. Mais travailler davantage cet aspect, important, permettrait une implication accrue des agriculteurs pour d'ailleurs résoudre les problèmes liés aux primes. Le problème ici n'est pas lié au commerce équitable d'ordre général, mais à la mise en application des standards du commerce équitable par la Othaya Farmers Cooperative Society. Toutefois, là où les standards peuvent influer davantage, c'est sur la sensibilisation aux pesticides. Les plus dangereux sont certes exclus, or cela devrait être plus drastique pour préserver les sols de manière durable. Bien évidemment, cette question se pose sur le cas de ce type de coopérative seulement. Or comme la très grande majorité des coopératives équitables sont certifiées bio, la question se pose finalement et uniquement sur la minorité des coopératives ne l'étant pas. Nos chercheurs avancent certaines recommandations, dont l'une d'elles serait d'allouer la prime différemment, comme par un système de rétribution selon les pratiques les plus distantes de toute forme de pesticides chimiques, ou second cas, faisant l'effort de participer aux réunions et formations. Ainsi, nos camarades danois estiment que la prime se donnerait sous condition pour favoriser l'incitation. Ils rappellent également les travaux, entre autres, de Sarah Elder sur le Rwanda. Dans Is Fair Trade Certification Greening Agricultural Practices, que nous vous encourageons vivement à lire, c'est que le commerce équitable est conditionné aussi par l'environnement dans lequel il évolue, avec la terrible concurrence mondiale, la corruption des autorités et le consommateur, qui ne peut dépasser un certain prix. I would hope that in future we will have, government put resources in water harvesting, and the water that is harvested and stored can be used in food production. That will have a multiplier effect in job creation, and the other attendant industries will also grow from it. The savior for this country is in agriculture, and the agriculture policy must be looked at urgently, just like we have looked at the infrastructure. Pour conclure, nos chercheurs sont conscients de cette étude exploratoire et appellent à la poursuivre. Car pour eux, même si le commerce équitable est pris par ses logiques naturelles d'investissement, qu'il doit encore évoluer sur les principes environnementaux pour ces coopératives en minorité n'étant pas encore certifiées bio, il est plutôt évident qu'il améliore nettement le bien-être social et économique des agriculteurs. Merci d'avoir suivi cet épisode de notre revue internationale touchant à l'artisanat et à l'agriculture. Nous vous souhaitons à présent de passionnantes et stimulantes lectures.